Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, encore des maths. Vous allez me dire waouh, quelle productivité. Pas du tout, en fait c'est juste que j'ai des oraux à passer la semaine prochaine, mais j'arrive pas à me motiver à travailler. Du coup je me dis que je vais faire des maths comme ça, c'est un semblant de travail. Alors je sais pertinemment que ça n'en est pas, mais bon, c'est une auto-illusion et je le sais pertinemment. Mais bon, passons, on va s'intéresser aux maths. Donc aujourd'hui nouvel exo, on va parler de suite. On va parler de la suite définie pour tout n dans n par un plus 1 égale sinus de un et u0 égale 1. Et le but de l'exercice, ça va être de trouver un équivalent en plus infini de un. Alors cet exercice-là, c'est un truc que je trouve plutôt classique, hein, j'ai déjà fait en TD en cours, mais je trouve ça plutôt intéressant, et c'est surtout en fait la méthode que je trouve intéressante. On va introduire des nouveaux trucs, de nouveaux paramètres, vous allez voir, ça va être sympa. Et donc je me dis que si jamais je tombe sur un truc comme ça à l'oral, c'est mieux que je me sois déjà entraîné et que j'ai déjà refait. Donc allons-y, hein. Alors ce qu'on peut voir à premier lieu, c'est que ça a l'air un peu chiant, hein. Trouver un équivalent en plus infini de un, et il faudrait déjà trouver une forme explicite pour un. Mais bon, ça on ne sait pas trop faire. Mais donc un truc qu'on peut faire quand on nous définit une suite comme ça, c'est se dire ok, on va regarder si elles convergent. Est-ce qu'elles convergent, est-ce qu'elles divergent? On va voir. Donc allons-y, on peut regarder déjà la monotonie de un, donc on va prendre un n dans n. Et on va se dire, ok, la monotonie, donc là on a le choix entre un plus 1 moins un ou un plus 1 sur un. Bon, un plus 1 sur un, ça n'a pas l'air très clair. En plus, est-ce que un peut être nul? On ne sait pas trop. Donc on va faire un plus 1 moins un. On va dire, ok, un plus 1 moins un, ça va être égal à sinus de un moins un. Et bon, en gros, là, il faut regarder cette quantité-là, elle est positive ou négative. A priori, impossible de deviner, hein, mais on peut faire une suite de fonctions pour ça. Donc on va prendre soit une fonction phi qui a x dans R associe sinus x moins x. Ok. Ensuite, cette fonction-là, elle est C1, ça ne va pas vous choquer, hein, sinus c'est C1, l'identité c'est C1. Donc par théorème d'opération, phi est C1, et on a pour tout x dans R que phi prime de x, ça fait cos x moins 1. Ok, et maintenant on veut étudier le signe de la dérivée, donc allons-y. Déjà on peut regarder qu'est-ce qui se passe si phi prime de x est strictement positif. Si phi prime de x est strictement positif, ça veut donc dire qu'on a cos x moins 1 qui est strictement positif, donc cos x est strictement plus grand que 1. Et bon, a priori, ça quand j'écris ça, vous devez râler un peu, j'espère, parce que ça c'est faux, bon, c'est jamais vrai. Cosinus c'est toujours plus petit que 1, enfin inférieur ou égal à 1. Donc ça nous dit que, ok, phi prime de x, elle va être négative pour tout x dans R. Et on peut regarder quand est-ce que phi prime s'annule. Là, en fait, c'est un peu la même chose, hein. On regarde quand est-ce que c'est égal à 0. Donc quand est-ce que cos x égale 0. Cos x égale 1, pardon. Et là, on se dit, on va prendre un x pas trop déconnant, on va prendre des multiples de pi, on s'en fout. On va dire, ok, phi prime s'annule quand cos x égale 1, donc pour x égale 0. Mais donc, si phi prime elle est décroissante, si phi prime est négative, ça veut dire que phi est décroissante. Donc ça nous dit que phi décroissante sur R. Et à ce moment-là, vu qu'on sait que le maximum est atteint en 0, on peut dire, très bien, pour tout x dans R, on a phi de x qui est plus petit que phi de 0. Mais bon, phi de 0, ça se calcule relativement bien. Sinus de 0, ça fait 0. Moins 0, ça fait 0. Donc ça, c'est nul. Donc, on sait que sinus x moins x est négatif, IE, sinus x est strictement plus petit que x. Pas strictement, pardon, plus petit que x. Ça c'est vrai pour tout x dans R, donc qu'on prenne x ou un, c'est pareil, hein, un elle est bien définie avec des valeurs réelles, donc ça nous dit que ça, c'est négatif. Et à ce moment-là, on a un plus 1 moins un qui est négatif pour tout n dans n, donc la suite un est décroissante. Voilà, ça c'est la monotonie de un. Et maintenant, on peut regarder, donc nous, on cherche la convergence. Donc pour la convergence, on a la monotonie, et maintenant, il nous faut une majoration et une minoration. Bon, ici c'est décroissant, donc il nous faut une minoration. On se demande, ok, par quoi un est minorée? Bon, a priori, elle est majorée par 1, mais ça, on s'en fout. Nous, on veut une minoration, encore une fois. Là, on regarde, on se dit, ok, donc en fait, à chaque fois, on prend le sinus de quelque chose. Donc si je trace la fonction sinus, on va avoir un beau truc comme ça, et là on a pi sur 2. Donc pi sur 2, ça fait à peu près 1,7, donc on va dire que 1 il est là. Voilà. Ça c'est notre point, ça c'est usé. Pardon. On s'en fout, enfin bref.
Ça c'est 1, donc ça c'est U0. Donc nous, on part de U0 et on a un truc décroissant. Mais a priori, on fait à chaque fois le sinus d'un truc positif. Et bon, le sinus d'un truc positif, c'est forcément positif. Donc en fait, bah, on regarde, notre truc, il est minoré par 0. En fait, pour tout n dans n, on a un, pardon, n'importe quoi, qui est positif. Ouais, on fait un sinus d'un truc positif, c'est forcément positif. Donc un est positif. Et bien ces deux conditions-là, la décroissance plus la minoration, c'est ce qu'il faut pour pouvoir appliquer le théorème de la limite monotone et nous dire que un converge. Voilà, un converge. Et maintenant, on aimerait bien savoir vers quoi ça converge. Et bien là, en fait, c'est relativement simple, puisque un c'est défini à l'aide d'une fonction, donc ici un plus 1 c'est sinus de un, on sait que un va converger vers un point fixe de sinus. Mais bon, les points fixes de sinus, il n'y en a pas 40, hein, on le voit relativement bien sur le dessin, c'est 0. Donc en fait, ça nous dit que un tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Voilà. Ok, très bien. On a fait la première partie qui est trouver la limite. Cependant, on n'a toujours pas d'expression concrète de un, d'expression explicite de un. Et bon, là, je vous avoue que quand je l'ai fait en TD, pour cette partie, arrivé à là, j'ai un peu bugué. Je me suis dit, ok, je ne vois pas vraiment comment avancer. Mais bon, c'est mon prof qui m'a donné l'indication. Donc, je vais vous la donner ici. Mais là, l'idée, c'est d'introduire une suite auxiliaire. Décidément, je vais bien être auxiliaire. Mais donc, on va effacer ça. Et la suite auxiliaire, ça va être, on va prendre un alpha réel, et un n dans n, on s'en fout. Et on va dire donc que Vn, notre truc auxiliaire, c'est 1 sur un plus 1 puissance alpha moins sur 1 sur un alpha. Et l'idée, ça va être d'étudier Vn. Bon, étudier, c'est un terme qui est relativement large. Est-ce qu'on va regarder la croissance, la convergence? On ne sait pas trop. Mais bon, on se dit bien que la convergence, bon, il faut regarder peut-être la monotonie d'abord, donc Vn plus 1 moins Vn, mais ça ferait Vn plus 2, c'est un peu chiant, puis on l'a fait un peu avant. Donc ce qu'on va faire ici, c'est passer directement à la convergence. Parce qu'en fait, on a une équation de un plus 1, donc on peut réécrire Vn. On a Vn, c'est 1 sur sinus un puissance alpha moins sur un puissance alpha. Mais ici, je viens de l'effacer, mais un tend vers 0 en plus infini. Du coup, là, on peut faire un dl de sinus, qui va nous dire que ça, c'est 1 sur un moins un cube sur 3, plus un petit taux de un cube, puissance alpha, moins 1 sur un puissance alpha. Et après, on peut essayer de simplifier un peu cette expression-là. Bon, déjà, on remarque qu'on peut sortir un un. Hop. Bon, il ne faudra pas oublier qu'il est puissance alpha, hein, vu qu'il est marqué ici. Et donc on a un puissance alpha, facteur de 1 moins un carré sur 3, plus un petit taux de un carré. Le tout puissance alpha. Moins 1 sur un puissance alpha. Et là après, on remarque, on fait, ah ouais la vache, mais un, ça c'est un u, hein. Je ne sais pas écrire, un étant vers 0. Donc là en fait on a un autre dl. On a du 1 plus quelque chose, puissance alpha, avec quelque chose qui tend vers 0. Du coup, on peut refaire un dl, donc voilà, je vais peut-être l'écrire, dl, hop, on refait un dl en 0, et donc là, on a un puissance alpha, facteur de 1 moins alpha un carré sur 3, plus un petit taux de un carré. Donc, normalement, il y a un alpha, mais c'est un petit taux, c'est une constante, on s'en fout. Comme ça. Et là, ok, on se dit, mais on peut regrouper déjà les un. Je vais l'enlever. Là, et là, ok, ça simplifie un petit peu. C'est 1 sur un puissance alpha, on ouvre une grosse parenthèse, 1 sur 1 moins alpha un carré sur 3 plus un petit taux de un carré, moins 1. Et là bon, on a déjà fait 2dl, mais jamais 203, on a du 1 sur 1 moins x avec x qui tend vers 0 en plus l'infini. Donc on va refaire dl pour nous dire que ça c'est une puissance alpha. Donc on a du 1 moins quelque chose, donc 1 plus alpha un carré sur 3 plus un petit taux de un carré, moins 1. Et la magie, les moins 1 simplifient, et donc il va nous rester, donc on a du un alpha en dessous, donc alpha sur 3, un de 2 moins alpha, plus un petit taux de un 2 moins alpha. Bon, évidemment, je ne l'ai pas écrit, hein, mais tous mes petits taux, c'est en plus l'infini, sinon ça n'aurait pas de sens. Et voilà, donc ça, je rappelle vite fait, ça c'est l'expression de Vn, ma suite auxiliaire. Bon, je vais réécrire ici peut-être la définition de ma suite.
moins 1 sur UN puissance alpha. Et donc nous, on aimerait montrer que Vn converge. Et donc pour ça, en fait, alpha ici, c'est un paramètre réel. On peut prendre n'importe quelle valeur. Tout ce qu'on a fait avant, c'est vrai pour n'importe quelle valeur de alpha. Et donc on regarde, on se dit, ah, ça serait intéressant de prendre alpha égale 2 pour annuler en fait ici le 2 moins alpha. Donc si on prend alpha égale 2, ça nous dit que Vn, ça va être 2 tiers. Ça fait UN puissance 0, ça fait 1, plus un petit taux de 1 justement. Comme on a un petit taux de 1, on sait que ça, en plus l'infini, ça tend vers 2 tiers. Là, c'est cool. Ça veut dire que, effectivement, si on prend alpha égale 2, notre Vn, il va converger vers 2 tiers. Donc, du coup, ici, on va le réécrire ici, hop. Parce que alpha égale 2. Voilà. Et donc, ok, on a montré que ça tend vers 2 tiers. Bon. Je vous avoue que quand j'ai vu ça en premier, je me suis dit, bon, ok, j'ai un résultat, mais c'est pas super utile. En fait, si, c'est super utile. Parce que là, donc peut-être le réécrire, ça tend, quand n tend vers plus l'infini, vers 2 tiers. Parce que là, en fait, on peut invoquer un résultat, un lemme même, qui est au programme de PC, qui est extrêmement pratique, qui est le lemme de Césaro. Et qui nous dit, en gros, que si une suite converge vers 2 tiers, alors la moyenne tend aussi vers ce même terme. Donc ça nous dit, par Césaro, on a 1 sur n fois, donc on prend évidemment un n dans n étoiles, hein, on n'est pas fou, k égale 0 à n-1 dvk, ça tend aussi vers 2 tiers, quand n tend vers plus l'infini. Voilà, le lemme de Césaro, bon, je ne vais pas le redémontrer ici, hein, c'est un résultat qui est vu en cours. Si jamais ça se redémonte par définition de la limite, on recoupe, on majeure par l'epsilon, ça marche plutôt bien. Mais c'est pas du tout l'idée de faire ça ici. Et donc voilà, on a ça. Et donc là, on pourrait essayer de réexprimer un peu cette somme-là. Donc cette somme, si je l'appelle S, ça veut dire que S, c'est 1 sur n fois la somme pour k égale 0 à n-1 des vk, donc ce qui est ici. Donc 1 sur u k plus 1 au carré, moins 1 sur uk au carré. Et là, c'est magnifique. Cette somme-là, elle est hyper simple à calculer, vu que c'est une somme télescopique. Donc on peut juste réécrire que c'est 1 sur n fois le dernier terme, donc 1 sur un au carré, moins le premier terme, donc ici u0, et u0 ça vaut 1, donc ça fait 1 sur u0 au carré, donc ça fait juste 1. Tac. Et donc ça c'est ma somme. Et on sait que cette somme-là, elle tend en plus l'infini vers 2 tiers. C'est ce qui est écrit juste là. Donc en gros, on s'intéresse nous à cette partie-là. Et donc ce qu'on peut dire, c'est bon, on a une limite, mais en passant à les équivalences, c'est exactement la même chose. On peut donc dire que 1 sur un carré moins 1, c'est équivalent en plus l'infini à 2n sur 3. Et bon, nous ici, on fait des équivalents en plus l'infini, donc la constante là, on s'en fout complètement. Hein. On a directement que 1 sur un au carré, c'est équivalent en plus l'infini à 2n sur 3. Et après, il ne nous reste plus qu'à passer à l'inverse, puis à la racine, pour nous dire donc que finalement, on a un qui est équivalent en plus l'infini, donc on prend l'inverse, on prend la racine, à racine de 3 sur 2n. Et voilà, ça c'est notre résultat final. Donc déjà ça nous rassure un peu parce qu'on regarde quand n tend vers plus l'infini, tout ça se tend vers 0, c'est le résultat qu'on avait trouvé avant. Mais donc voilà, donc, on a réussi à déterminer un équivalent sans vraiment trouver de forme explicite pour un. Donc voilà, c'est surtout cette méthode que je voulais réentraîner et vous montrer, le fait d'introduire un truc avec un paramètre qu'on peut fixer à la fin pour nous arranger un peu. Je vous avoue que ça, c'est mon prof qui l'a dit, hein. Jamais j'aurais pensé à introduire un truc comme ça. Et voilà, ça fait appel aussi à Césaro, voilà, qui est un truc que je trouve plutôt cool. Mais voilà, c'est la fin de la vidéo. J'en ferai sûrement d'autres dans les jours qui suivent parce que je commence à stresser un peu plus pour les oraux. Il y aura sûrement un peu d'algèbre, analyse encore, peut-être de la chimie, de la physique, je sais pas trop. On verra, enfin, je verrai, vous verrez rien. Voilà, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à commenter la prochaine vidéo que vous voulez que je fasse. C'est faux, hein, vous êtes 20 à regarder des vidéos et la moitié ne font pas des maths, donc voilà. Mais voilà, c'est la fin. Passez une bonne journée surtout. Gros bisous.